Merci beaucoup pour cette invitation et pour cette introduction. Évidemment que tout n'a pas commencé 7 octobre, sauf que force est de constater que le 7 octobre a ouvert une nouvelle séquence d'un conflit d'ordre colonial, mais une nouvelle séquence qui se caractérise au moins sur deux aspects. La première, c'est qu'il faut le rappeler, le 7 octobre, pour la première fois de son histoire, Israël a vu une partie de ses villes et de ses villages être occupés par des troupes jugées étrangères. En l'occurrence, des combattants liés au groupe Hamas avec la coordination d'autres groupes également. Et puis côté palestinien aussi, on est là face à une nouvelle séquence puisqu'il n'y a jamais eu autant de Palestiniens déplacés. Je vous rappelle qu'on a 1,7 million actuellement de Palestiniens déplacés dans la bande de Gaza. Et également, jamais eu autant de tués en une seule fois. Les derniers chiffres qu'on évoque sont de l'ordre de 35 000, sans compter les personnes sous les décombres, dont 60%, au moins en tout cas, de femmes et d'enfants. Si on prend également les hommes jugés comme civils, on monte à près de 91% de civils. Je crois qu'il y a, à mon avis, au moins 5 points qui vont devoir être évoqués si on veut un petit peu amener des clés au débat et évoquer les conditions pour une éventuelle paix, même si cette expression déjà me paraîtrait lointaine par rapport à la situation qu'on vit. Le premier point, naturellement, on ne peut pas faire autrement que de commencer par la bande de Gaza. La bande de Gaza aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'on est autour d'un blocage général par rapport au cessez-le-feu. D'abord parce qu'on est face à deux acteurs, qui sont d'un côté Benyamin Netanyahou et de l'autre le Hamas, qui sont en train de jouer véritablement leur survie politique. On doit comprendre à quel point ce qui se joue à Gaza aujourd'hui, c'est l'avenir à la fois du Hamas, mais je crois plus largement encore du mouvement national palestinien, je vais l'expliquer pourquoi, et également l'avenir de Netanyahou, ou du moins de la droite israélienne. On le voit par rapport notamment au blocage sur les différents points. Alors, le premier point évidemment central pour obtenir un cessez-le-feu et un accord, c'est le nombre d'otages libérés contre le nombre de prisonniers palestiniens. Il est évident que le Hamas ne peut pas aujourd'hui se satisfaire d'un accord au rabais, tout simplement parce qu'au vu du nombre de destructions infligées aux Palestiniens, au nombre de morts côté palestinien, si demain le Hamas cède avec un accord au rabais, les Palestiniens vont bien comprendre que vous avez infligé tout ça pour ça. Le Hamas, on pourra venir en débat si vous le souhaitez, mais dans l'origine du 7 octobre, il y avait quand même cette idée de pouvoir renouveler complètement le mouvement national palestinien, le relancer sur une autre dynamique, une autre base. Là, pour l'instant, c'est bloqué complètement et on ne voit pas, en termes de prisonniers palestiniens, quelle grande figure pourrait être potentiellement libérée dans le cadre d'un échange contre les otages. Et puis, deuxièmement, le Hamas, qui négocie, alors, précision parce que peut-être que tout le monde n'est pas au courant de ça, quand dans les médias on vous dit il y a une négociation entre le Hamas et Israël, en réalité, le Hamas, en règle générale, pas toujours en règle générale, va aux négociations avec l'appui des différents groupes palestiniens présents dans la bande de Gaza. Il ne négocie pas seul, il ne le pourrait pas de toute façon. Et donc, dans ces négociations, l'autre point important, c'est que le Hamas ne veut pas transiger sur le retour des déplacés. Pour ceux qui ne le savent pas, l'armée israélienne a construit dans la bande de Gaza une route qui sépare la bande de Gaza en deux, la route d'Ibn-Sarim, qui va en fait de Israël jusqu'à la mer Méditerranée. Et cette route-là est contrôlée par l'armée israélienne, et c'est cette route-là qui leur permet d'empêcher le retour des gens qui ont été déplacés, qui sont actuellement dans le sud, vers le nord. Le Hamas demande à ce que la totalité des personnes déplacées puissent revenir sur leur lieu de résidence, même si on installe des tentes, peu importe, mais ils doivent y revenir. Pour l'instant, l'armée israélienne est catégorique, on ne laissera revenir que les femmes et les enfants, les jeunes hommes ne pourront pas revenir, ou alors sous notre contrôle, après interrogation, etc. L'autre point central, c'est la question du cessez-le-feu. Le Hamas demande un cessez-le-feu qui est permanent et définitif. L'armée israélienne, de son côté, continue pour le moment à revendiquer un cessez-le-feu qui ne serait pas permanent, qui serait sujet à différents points annexes. Ce sujet-là, il est crucial. Et vous devez le comprendre, c'est vraiment important. Lorsque, fin novembre, on a vu le premier cessez-le-feu, ceux qui s'en souviennent, les fameux otages libérés contre les prisonniers palestiniens, à ce moment-là, côté palestinien, et notamment côté Hamas, aussi naïf que ça puisse paraître, il y avait le sentiment que la guerre ne pourrait pas reprendre. C'est-à-dire que les gens étaient tellement contents par les otages libérés côté israélien, les grands acteurs qui ont participé aux négociations, américains, qataris, égyptiens, étaient tellement contents de voir la trêve arriver, qu'on pensait que la guerre ne reprendrait pas. Sauf que le 1er décembre, la guerre a repris.
Dès lors, le Hamas aujourd'hui considère qu'on ne signera pas d'accord s'il n'y a pas inscrit noir sur blanc cessez-le-feu permanent et définitif. Et pour que le cessez-le-feu soit permanent et définitif, vous l'avez bien compris, il faut qu'il y ait un retrait immédiat et total de l'ensemble des forces israéliennes de la bande de Gaza. C'est ce que revendique le Hamas et l'ensemble des mouvements palestiniens dans la bande de Gaza. Pour les Israéliens, vous imaginez bien que c'est absolument impensable, puisque actuellement les Israéliens dans la bande de Gaza sont dans une démarche de mettre hors d'état de nuire le Hamas au vu des exactions et des crimes commis le 7 octobre, mais à ce moment-là, il y a un bras de fer permanent et aucun des deux partis ne peut céder. J'ai parlé du Hamas, comprenez bien que si Benjamin Netanyahou, qui est déjà très en déclin dans les sondages, c'est peu de le dire, signait un accord au rabais avec le Hamas, c'était la fin définitive de sa carrière pour lui aujourd'hui, d'où sa volonté de continuer une guerre et de gagner du temps le plus possible. Si on parle de la bande de Gaza, je pense qu'on ne peut pas non plus ignorer le deuxième front. Le deuxième front, c'est la Cisjordanie. Depuis le 7 octobre, on en est à 480 tués en Cisjordanie. On en est à près de 700 attaques de colons sur des civils palestiniens ou des zones rurales palestiniennes. Et on est surtout à une arrestation massive qui est de l'ordre aujourd'hui de 6600 personnes qui ont été, alors pas toutes détenues, mais arrêtées à un moment donné. Pourquoi ces chiffres sont importants? Parce que depuis le 7 octobre, on n'arrête pas d'entendre des observateurs et des gens qui, à mon avis, connaissent très peu la Cisjordanie, n'arrêtez pas de marteler « Oh là là, attention, demain, la révolte arrive en Cisjordanie, même on interroge des spécialistes, pensez-vous que la troisième intifada va arriver en Cisjordanie ?» Il faut comprendre ce que Israël fait depuis le 7 octobre. L'armée israélienne a créé un sentiment, un climat de sidération. Qui a été arrêté après le 7 octobre? La quasi-totalité des responsables politiques, syndicaux, associatifs et des groupes considérés comme de résistance par les Palestiniens. Si demain une armée fait ça sur une population, vous imaginez bien à quel point le reste de la population est cloîtrée chez elle, et l'idée même d'une révolte, elle est compliquée quand vos leaders ou vos responsables ont été arrêtés. Mais c'est pas que arrêtés. Je vous invite, si vous le pouvez, à voir les images des personnes qui ont été arrêtées après 7 octobre au moment où elles sont libérées. Moi, pour le coup, je peux en parler, j'ai 2 amis qui ont été arrêtés, membres de comités populaires de camps de réfugiés, donc des gens qui font du théâtre avec des enfants et des projets solidaires. Maintenant, on n'est pas dans l'ordre de gens qui tiennent des armes dans le cadre d'opérations contre l'armée israélienne. Au moment où ils ont été libérés, véritablement, il y a eu, et ils ont témoigné même dans l'humanité pour certains, actes de torture, privation de nourriture, et encore une fois, des conditions qui font que ça empêche les autres de considérer qu'on va peut-être se révolter, évidemment, parce qu'on sait qu'est-ce qu'on peut évidemment risquer. Mais c'est pas que un sentiment de sidération, c'est aussi que après le 7 octobre, la focale est tellement mise sur la bande de Gaza que certains groupes de colons savent bien qu'ils ont là un blanc-seing, un boulevard devant eux pour aller au bout de certaines opérations. Pour ceux qui ont été en Cisjordanie ces dernières années, vous savez qu'il y a plusieurs zones particulièrement tendues en termes de confrontation entre colons et paysans palestiniens pour la détention des terres, notamment la vallée du Jourdain et les collines du sud d'Hébron. Eh bien, à l'heure où on se parle, le dernier comptage que l'ONU a réalisé, donc l'agence onusienne qui s'occupe des affaires humanitaires, on en est à 1200 personnes, donc paysans palestiniens, qui ont été chassés de leurs terres. Ça représente 27 communautés qui ont, à l'heure où on parle, été en partie ou totalement dépeuplées. En gros, les gens ont été contraints à partir, à force d'être tous les jours attaqués par une armée qui sait bien que la frontière est tellement sur Gaza qu'on ne parle pas d'eux, et par des colons qui se sentent complètement impunis et qui vont multiplier les coups de force contre ces populations de zones rurales palestiniennes qui du coup sont contraintes à aller vivre en zone urbaine. Le troisième point central quand on veut parler d'une condition de paix éventuelle au Proche-Orient, c'est d'abord de se demander avec quel acteur est-ce qu'on pourra éventuellement engager un processus politique. Côté israélien, évidemment que Benjamin Netanyahou, au-delà d'être sous pression, il paraît complètement être terminé, du moins les sondages sont vraiment défavorables. À titre personnel, je vous invite ici à être très prudent avec tous les discours qu'on vous ravage depuis 7 octobre sur « c'est la fin de Netanyahou ». Netanyahou est un fin stratège, un très grand manipulateur, et on oublie à mon avis beaucoup trop que l'ensemble des sondages qui sont faits actuellement en Israël sont faits sur une société qui se considère comme en guerre existentielle, et une société qui continue à vivre un traumatisme depuis le 7 octobre qui n'en finit pas, avec notamment les presque 230 otages qui ont été pris et les quelques 120 otages qui demeurent maintenant dans la bande de Gaza.
Ça veut dire que des sondages faits à un moment donné où la guerre sera peut-être terminée ne seront sûrement pas les mêmes que ceux qu'on a actuellement. À mon avis, ça semble évident. Et pour autant, certains prédisent déjà la fin de Netanyahou. C'est possible, je vous invite vraiment à être prudent sur ça. Netanyahou sait qu'il doit gagner du temps. Il doit gagner du temps parce que dans les sondages, donc, il est actuellement crédité autour de 18 députés, il y en avait actuellement 31, donc il n'y en aura plus que 18. Pour autant, son électorat reste assez peu mobilisé. Et surtout, il sait qu'il doit gagner du temps parce qu'il est dans un contexte qui lui est défavorable. La Maison-Blanche, tout en étant évidemment continuellement en soutien à Netanyahou, multiplie la pression. Netanyahou sait qu'il y a un enjeu central, ce sont les élections de novembre prochain aux États-Unis. Et si nous, on se dit, mais il va quand même pas pouvoir espérer gagner du temps jusqu'en novembre, si, en fin stratège qu'il est, il sait comment faire. Un exemple très simple. Lorsque l'opération sur Rafah a été lancée ces dernières semaines, l'armée israélienne avait un plan très bien préparé pour que l'opération aille rapidement. On prend le point de passage de Rafah, corridor de Philadelphie, et dans la foulée, en gros, on multiplie les opérations afin de pouvoir entrer dans Rafah. Netanyahou a volontairement indiqué que non, on va y aller étape par étape, point par point. On gagne du temps, on fait ça petit à petit. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, là on est déjà quasiment en mai, on sait très bien qu'en juillet-août, l'attention internationale retombe, on arrive rapidement en septembre et octobre. Donc, son idée de gagner du temps en espérant un retour de Trump à la Maison-Blanche n'est pas complètement farfelue du tout, parce qu'il y croit sincèrement que ça puisse pour lui changer la donne. Que dire de l'opposition Netanyahou en Israël? Là, encore une fois, il faut regarder les choses de manière froide, parce que évidemment qu'il y a à chaque fois une vision complètement déformée de cette opposition israélienne. Évidemment qu'on a en Israël aujourd'hui des groupes qui demandent cessez-le-feu, fin de la guerre, paix avec les Palestiniens. Mais si vous regardez les chiffres de leurs manifestations, c'est extrêmement faible. La plus grande manifestation qui a eu lieu contre la guerre à Gaza et pour la paix avec les Palestiniens, une a eu lieu le 18 janvier et l'autre a eu lieu fin avril. On avait tout au plus 2000 à 2500 personnes dans les rues. A l'inverse, les manifestations pour le retour des otages et les fameuses manifestations contre Netanyahou, vous êtes à quasiment 15 à 20 000 personnes dans les rues. La dernière grande manifestation, il y a un point qui m'a interloqué et je l'ai relayé plusieurs fois sur les réseaux sociaux parce que ça signe bien cette idée-là. Les manifestants à Tel Aviv, qui étaient là contre Netanyahou et pour le retour des otages, avaient fait une grande fresque sur le sol pour prendre des photos aériennes. Ils aiment beaucoup faire en Israël, vous avez peut-être vu des photos, c'est vraiment une pratique courante et c'est vrai que ça rend très bien en termes esthétiques. Et sur cette fresque au sol, ils avaient écrit, c'était à la veille, non c'était 2 jours avant le début du lancement d'opération à Rafah. C'était écrit en hébreu, hein, Rafah peut attendre, les otages non. C'était pas écrit stop la guerre, ramenons les otages. C'était écrit que quelque part, la priorité ce sont les otages. Mais cette société israélienne est dans un tel traumatisme du 7 octobre qu'elle est dans une espèce de bulle cognitive où l'idée même de penser que ce sont eux actuellement les bourreaux et non pas les victimes, c'est absolument impensable. Il faut voir les réactions en Israël lorsque récemment la CPI a déposé des mandats d'arrêt contre Netanyahou. Alors même que ces gens manifestent contre Netanyahou, il y a eu une offuscation générale à dire mais comment vous osez mettre nos dirigeants au niveau du Hamas? 109 députés sur 120 à la Knesset, le Parlement israélien, qui représente un tant soit peu les différentes tendances quand même de cette société israélienne, 109 députés sur 120 ont signé un communiqué de presse pour dire on refuse catégoriquement cette décision de la CPI, alors même que pourtant certains sont des opposants historiques à Netanyahou, on refuse catégoriquement ce que dit la CPI, vous nous prenez pour des bourreaux et des criminels, alors que nous sommes en train de mettre en état de nuire un groupe qu'on considère comme terroriste et qui doit absolument être mis en état de nuire. Précisons quand même, sur ces 109 députés, donc il y en a 11 par contre qui n'ont pas signé le texte, ce sont en fait les 11 députés de gauche. Donc là encore une fois, quand on posera peut-être une question après sur mais où est la gauche israélienne, eh bien elle est toujours là, mais elle a 11 députés concrètement. Sur ces 11 députés, vous avez concrètement 6 qui sont issus, pardon, c'était 106 députés, donc voilà, donc ça fait 14, c'est bon, je suis bon dans mon compte, 14, donc vous en avez qui sont membres du Parti travailliste, 4 du Parti travailliste israélien, les autres sont membres de ce qu'on appelle la gauche non sioniste, dont le Parti communiste israélien est membre, et il y a ensuite les 4 députés islamo-conservateurs. Mais concrètement, ça ne forme pas une opposition pacifique là-dedans, et il faut bien l'entendre.
Il faut l'entendre parce que sinon, on risque encore une fois de se faire avoir en termes politiques. L'exemple le plus frappant, pour ceux qui ont vu ce moment absolument hors sol de télévision française, lorsque la chaîne LCI invite l'un des grands leaders de l'opposition Netanyahou, qui s'appelle Yair Lapid. Alors Yair Lapid, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un centriste qui vient de tous les milieux d'affaires libéraux israéliens. C'est un laïc, opposant historique à Netanyahou et surtout opposant historique au courant religieux en Israël. Il est invité à la LCI parce que on le voit comme potentiellement l'une des grandes figures qui pourrait former un gouvernement contre Netanyahou. Et le journaliste de la LCI, Darius Rochevin, je crois que c'est son nom, c'est ça, Darius Rochevin, lui dit de manière tout à fait honnête, lui dit mais donc si vous êtes Premier ministre, que ferez-vous des colonies? Puisque nous, ici en France, on veut 2 États, etc. Et Yair Lapid, de manière tout à fait naturelle, qui pourtant, en étant laïque, dit mais vous vous trompez, on ne crée pas de colonies puisque c'est notre terre biblique. Voilà. On est dans une véritable problématique centrale aujourd'hui sur une société israélienne qui est dans un aventurisme militaire et où on ne voit pas malheureusement de débouchés. Côté palestinien, la question reste également complètement fermée. Évidemment que du point de vue occidental, il est totalement légitime de considérer, au vu des crimes du 7 octobre, que le Hamas est un interlocuteur terminé, on ne parle plus avec lui. Sur le terrain, la réalité est complètement différente. On a une organisation qui, dans la bande de Gaza, est en train de montrer à toute la jeunesse palestinienne une espèce de résistance que aucun observateur ne pouvait imaginer, et moi le premier d'ailleurs. Comprenez bien qu'à chaque fois que l'armée israélienne se retire d'une zone en affirmant on l'a nettoyé, c'est terminé, des groupes se recréent dans la même zone. Hamas et d'autres organisations qui sont autour d'eux en termes de satellites. La question est de se poser comment peut-on sérieusement, diplomatiquement et politiquement, imaginer demain avoir une organisation politique qui gère la bande de Gaza en mettant le Hamas de côté. C'est pour l'instant absolument inimaginable. Et quand on voit les sondages de la population palestinienne, c'est pas étonnant de voir que le Hamas est toujours autant plébiscité parce qu'il y a le sentiment qu'il a remis la Palestine sur la carte internationale, que même s'il y a des sacrifices qu'on est en train de faire nous Palestiniens, eh bien c'est grâce au Hamas que la lutte est en train de reprendre. On est là face à une situation complètement bloquée. Bloquée, mais qui pourtant a des possibilités politiques. Dans les mêmes sondages que vous prenez à la population palestinienne, il y a des figures palestiniennes politiques qui peuvent tout à fait concurrencer les grands leaders du Hamas, sauf qu'ils sont quasiment tous emprisonnés dans les jeux de l'armée israélienne. N'oubliez pas ce point-là parce qu'il est important. À chaque débat où j'ai été amené à être dans des médias ou même dans le grand public, on a toujours cette question qui revient. Oui, mais on veut la paix, mais avec quel interlocuteur palestinien? Il faut le marteler. Il y a des personnalités politiques palestiniennes qui peuvent avoir un horizon politique à tracer. Je dis bien politique, pas militaire, politique. Ils sont dans les jeux de l'armée israélienne. Ils doivent être libérés pour imaginer un autre futur que celui qu'actuellement nous offre Israël, avec seul le Hamas comme principal interlocuteur. Et seul le Hamas, évidemment, puisque malheureusement, à l'heure qu'il est, peut-être que les choses vont bouger, même si je n'y crois pas trop, l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas est véritablement et complètement décrédibilisée. Décrédibilisée, alors même que, il faut le rappeler, sur la scène internationale, la stratégie de Mahmoud Abbas, enfin, du moins de l'OLP, est en train de fonctionner. Pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle, Mahmoud Abbas, concrètement, depuis sa prise de pouvoir en 2005-2006 à la tête de l'autorité palestinienne, a considéré que la victoire palestinienne ne pourrait être obtenue que si on amène la question palestinienne dans toutes les instances internationales. D'accord? Donc il y avait cette idée, à la tête de l'OLP notamment, de pouvoir faire adhérer la Palestine à l'ONU, à l'UNESCO, au statut de Rome par rapport à la CPI, etc. L'idée c'était de faire un travail très lent, très compliqué, mais qu'à terme on parviendra à ces victoires-là. Aujourd'hui, quand on a autant de reconnaissance de la Palestine comme État, c'est encore une fois le signal que, eh bien oui, ça fonctionne si on parvient à tracer un horizon politique. Sauf que du point de vue palestinien, comprenez bien qu'il peut y avoir tous les pays du monde qui reconnaissent la Palestine, concrètement sur le terrain, l'État n'est pas là. Et tout ce que voient les Palestiniens, c'est qu'ils sont seuls, depuis 7 octobre, mais même depuis encore des décennies auparavant, seuls contre des colons armés, contre une armée qui les occupe, et avec plus de 9000 personnes emprisonnées dans les geôles de l'armée israélienne, sans que personne ne s'intéresse à leur cas, à leur libération. Face à cette question, il est tout à fait honnête et normal de se demander, mais que peut nous permettre le droit international? Le droit international qu'on invoque régulièrement, et c'est tout à fait légitime. Toutefois, n'oublions pas un point que parfois je pense qu'on méprise un peu trop. Jamais le droit international
n'a amené la fin de la guerre et la fin d'un conflit. Le droit international, c'est une boussole. Une boussole qu'on doit utiliser dans le cadre de négociations, mais à chaque fois se référer au droit international, ça n'amène pas en fait la paix. Vous voyez bien à quel point Israël se moque complètement, évidemment, de ce droit international. Sauf que si on veut que le droit soit respecté, en termes de boussole politique, c'est en faisant pression et en amenant nos responsables politiques à se rappeler que ce droit international qui a été façonné par les pays occidentaux, on veut également qu'il soit respecté. De la même manière qu'il est invoqué pour dénoncer la politique menée par Vladimir Poutine en Ukraine, on estime aujourd'hui que dans la bande de Gaza, c'est fondamental qu'on le respecte aussi. Je crois qu'on est en train de vivre, à l'heure où on se parle, un renversement de l'ordre moral du monde dont on ne mesure pas encore les conséquences. Pour que vous compreniez où je veux en venir, on a plusieurs scènes ces derniers mois qui sont pour le coup des bouleversements complets. Exemple, on a l'Afrique du Sud, pays de ce qu'on appelle le fameux Sud global, qui va venir défier l'État d'Israël à la Cour internationale de justice. L'Afrique du Sud, dans sa démarche, est soutenue par de nombreux pays du Sud en défendant le droit international, là où à l'inverse, l'État d'Israël est soutenu par des pays qui ont eux-mêmes fondé et façonné le droit international. Dans la foulée de la décision de la Cour internationale de justice, pour ceux qui n'ont pas suivi ce phénomène-là, la Cour internationale de justice, en janvier, estime que l'État d'Israël doit prendre des mesures immédiates pour empêcher la réalisation ou l'intentation de crimes de génocide dans la bande de Gaza. Il doit prendre des mesures immédiates. Normalement, si le droit est respecté, les pays occidentaux, ou du moins les pays qui vendent des armes à Israël, auraient dû ou devraient, dans la foulée, soit stopper, soit suspendre les ventes d'armes à Israël, parce qu'il y a un risque de génocide, tout simplement. Or, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, plusieurs pays ont continué à la vendre, notamment l'Allemagne, et dans la foulée, vous avez eu plusieurs pays occidentaux qui, dans la foulée, le lendemain de la décision de la CIJ, plusieurs pays occidentaux, États-Unis, Finlande et d'autres encore, excusez-moi, je me souviens plus du terme, je crois que la Suisse aussi avait participé à ça, ont annoncé leur suspension de financement à l'agence onusienne qui s'appelle l'UNRWA, qui gère la vie des populations palestiniennes. Il faut mesurer ce que ça signifie quand même. L'UNRWA est la seule organisation, et ça c'est les médecins et les ONG humanitaires qui vous disent actuellement, l'UNRWA est la seule organisation, au-delà de toutes les critiques qu'on peut avoir sur l'UNRWA, capable dans les territoires palestiniens de gérer les enjeux humanitaires, les distributions de nourriture et la scolarité des enfants, etc. Et qu'est-ce que décident ces États au lendemain de la CIJ? C'est de sucrer les aides à l'UNRWA. Alors sur l'UNRWA, je sais que j'ai encore un peu de temps, je voudrais faire un rappel important, parce que là, à chaque fois, encore une fois, on lit des choses, mais excusez-moi, mais ce sont des contresens historiques complets. L'UNRWA n'a jamais été un cadeau pour les Palestiniens. Comment se crée l'UNRWA? En 1948, lorsque Israël se crée, ce pays se crée uniquement grâce à l'exil forcé des Palestiniens. S'il n'y a pas 800 000 Palestiniens qui sont chassés de chez eux, Israël ne peut pas se créer. Point barre. Israël se crée sous cette dépossession. Pour ceux qui ne le savent pas, à la veille du partage de la Palestine à l'ONU, d'accord, ce qu'on appelle le Yishuv, la communauté juive en terre de Palestine, avait à tout au plus 9 à 10% de propriété sur la terre de Palestine. Au terme de la guerre israélo-arabe, Israël s'installe sur 78% de la Palestine historique. C'est une victoire absolument éclatante. Sauf que ces 800 000 Palestiniens qui ont été chassés de leur terre, à la fin de la guerre, demandent logiquement à revenir chez eux. D'accord? Israël demande dans le même temps à être intégré aux Nations Unies. Là, il y a un blocage. Blocage puisque les pays d'Ali Arab, enfin du moins les pays avoisinants et plusieurs pays internationaux se positionnent en disant mais on ne peut pas accepter qu'Israël entre aux Nations Unies, alors même qu'on vient de voter une résolution, la résolution 194, qui demande le droit au retour des réfugiés palestiniens. Ok. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Vu qu'Israël souhaite absolument entrer à l'ONU, les États-Unis et plusieurs pays occidentaux disent ok, on va créer une agence temporaire qui s'appellera l'UNRWA, qu'on va financer, qui va s'occuper des réfugiés palestiniens en attendant qu'une solution soit trouvée. Et Israël entre en 1949 à l'ONU sur cette base-là. Et quand aujourd'hui les pays occidentaux disent oui, ben, l'UNRWA, on va arrêter de financer.